Casselli, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous co-signez avec Jérôme Fourquet au Seuil La France sous nos yeux. Incroyable voyage dans la France d'aujourd'hui, telle qu'elle est devenue et telle que peut-être elle va continuer à être. Il y a quand même beaucoup de leçons à en tirer. Je commence par une leçon triste. Nous sommes page 43. On constate qu'il y avait 1 017 000 agriculteurs en 1988. C'est pas si vieux. 429 000 en 2017. Est-ce irréversible? Le paysan est-il une espèce menacée de disparition? Ce sont des tendances de long terme. La désindustrialisation, c'est quelque chose qui a démarré dès les années 70, mais qui s'est poursuivi sur la période qui nous intéresse avec Jérôme Fourquet dans ce livre, à savoir les années 80 à nos jours, ce qu'on a appelé la grande métamorphose. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette période, on se retrouve avec, vous l'avez dit, moitié moins d'agriculteurs, à peu près 420 ou 430 000, je crois, agriculteurs. Donc une réduction de moitié de leurs effectifs. C'est, comme on le dit, un des plans sociaux invisibles les plus violents que la France a connus récemment. Mais on peut réinstaller beaucoup d'agriculteurs si on a des petites exploitations avec de la qualité et un marché local. Alors oui, tout à fait. Je pense que dans ce livre, on met en exergue des tendances, si vous voulez, de déclin et d'autres qui vont plus vers le renouveau. Et je pense que sur les agriculteurs, c'est un très bon exemple. Les courbes vont se croiser. L'agriculture conventionnelle a vu des troupes reculer, mais une agriculture, on va dire, bio, ou en tout cas plus en phase avec l'émergence de marchés plus exigeants, plus haut de gamme, est en train de se créer, notamment avec l'arrivée de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, les néo-paysans, comme on les appelle. Alors, c'est une évolution qui m'a semblé liée au déclin de la ruralité. 52% des enfants étaient baptisés en 2000, 27% seulement en 2018. Depuis, il y a la tragédie de la pédophilie, le rapport Sauvé, une désaffection croissante. Peut-être que l'Église catholique, dans quelques années, c'est une survivance. Oui, on a vraiment confirmé avec les chiffres qu'on donne dans ce livre que la culture catholique existe encore évidemment en France, mais elle est devenue quasiment marginale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne grandit plus dans une société marquée par le catholicisme, sinon par le patrimoine, par les noms de villages, par exemple, qui sont encore nombreux à rappeler cette culture catholique. Mais aujourd'hui, il y a très peu de pratiquants et il y a même une culture, un environnement catholique qui disparaît, ce qui ouvre en fait quelque part la porte à l'entrée de nouvelles religions. Alors, on sait que l'islam, par exemple, est devenu la deuxième religion de France, mais derrière il y a aussi le succès des évangéliques dont on parle moins, il y a aussi le renouveau de ce qu'on appelle le New Age parfois, c'est-à-dire des traditions assez loin du monde occidental comme le chamanisme, la sorcellerie, on connecte ça aussi au succès des médecines alternatives. C'est la nature qui recrée de la divinité. Oui, en tout cas, c'est vrai que les grands référentiels issus des Lumières sont aussi en recul, et on a l'impression que dans la France d'après, comme on l'a appelé, les gens picorent un petit peu dans le système religieux et spirituel et choisissent quelque part à la carte leur mode de vie et aussi leur environnement spirituel. Alors passons au monde de l'industrie, ce qu'on appelle le secteur secondaire. Vous avez un passage passionnant sur le lien qu'il y avait entre le stade de foot et les usines. Par exemple, et j'y suis allé, le stade de Sochaux au cœur des usines Peugeot. L'industrie, en perdant cela, l'industrie n'est plus au cœur de la vie des villes. Non, d'ailleurs, si vous voulez, on montre comment l'usine et le monde productif, en disparaissant, a laissé place à un monde ouvrier qui est plutôt un monde des services, et notamment de la logistique. Le couple camion-autoroute est devenu fondamental pour approvisionner en fait les gens, les supermarchés, le e-commerce. Et si vous voulez, ce qui marque ça dans l'empreinte territoriale, c'est l'entrepôt logistique. En fait, ces grandes boîtes qu'on voit aux abords des fameux ronds-points dont la France raffole. Et effectivement, le monde ouvrier, le monde populaire s'est transformé avec ce déclin de l'industrie, de la production en fait au profit de la distribution et de la consommation. Alors ça fait des mondes ouvriers qui sont un peu différents, qui sont peut-être moins structurés politiquement. Il y a beaucoup d'intérimaires, il y a beaucoup de précarité, de contrats courts, et qu'il y a comme on dit moins de conscience de classe qu'au temps du Parti communiste et d'ouvriers d'usine, quoi. Eh bien, venons-en justement à cette conséquence presque sociopolitique de cette évolution. Vous citez la nouvelle classe ancillaire, en gros les nouveaux domestiques, les VTC, les livreurs à domicile. Et puis vous citez aussi les classes subalternes. C'est un mot emprunté à Gramsci, auquel on peut rattacher les gilets jaunes. Ces deux-là, cette nouvelle domesticité, cette classe subalterne, ça peut donner, s'il est pris en main par le politique, un prolétariat révolutionnaire.
En tout cas, moi, je suis frappé par la rapidité avec laquelle le monde populaire a évolué sans qu'on le voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème, la question politique, c'est que ce monde populaire, alors des caristes d'entrepôt, de logistique dont j'ai parlé, mais aussi des caissières de supermarchés, également des femmes qui sont auxiliaires de vie, qui aident les aînés, les personnes âgées dans les territoires. Tout ce monde prolétaire, si je puis dire, ou subalterne, aujourd'hui n'est pas représenté politiquement, hein, et ce sont des gens qui votent peu, qui n'ont pas vraiment de parti, et c'est aussi un monde qui médiatiquement et dont on parle peu, enfin dont on parlait peu Les jusqu'à réseaux sociaux l'irruption. en parlent, et avec les Gilets jaunes, les grands médias en Voilà, ont parlé. exactement. Il manque une politisation. Il y a une place pour un leader ou un nouveau parti communiste, vous voyez, qui arriverait. Une nouvelle gauche, peut-être. Je pense, et pour l'instant, je crois que ce vide politique, il est comblé plutôt par des stars de la télé-réalité ou des réseaux sociaux ou des influenceurs, comme on dit, qui peuvent pour certains jouer un rôle de plus en plus politique. En tout cas, on ne voit pas dans la politique partisane, hein, traditionnelle Et électorale. et électorale, bien sûr, de déboucher à ce nouveau monde populaire. Alors vous citez plusieurs fois un grand roman sociologique, La carte et le territoire de Michel Houellebecq. C'est le prophète Houellebecq d'une France en transition vers un immense parc d'attractions, des beaux châteaux, des bons restaurants, des beaux paysages. Oui, tout à fait. Vous savez, dans la carte et le territoire, il y a un passage qu'on cite souvent de la France des années 2050 qui est devenue totalement artisanale et touristique, dans laquelle les étrangers viennent puiser, se ressourcer auprès Et de l'art de dépenser leur vivre. argent. Voilà, alors c'est vrai que c'est un modèle économique, mais c'est un modèle qui tourne le dos, encore une fois, à la production. Et c'est un modèle aussi qui n'est viable que dans les territoires les plus désirables, quelque part. Les territoires de carte postale, on a de la chance en France d'en avoir beaucoup, mais tous les territoires ne se prêtent pas forcément à ce jeu. Et c'est pour ça qu'on distingue dans ce livre, si vous voulez, on fait une sorte d'échelle de désirabilité des territoires, non pas en fonction de leur taille, mais en fonction de leur potentiel justement touristique et je dirais instagrammable. Voilà. Dans cette France instagrammable, il y a quand même une vie culturelle et une vie de divertissement qui n'est pas à rejeter. Il y a des festivals de qualité, il y a des zoos, vous parlez longtemps de Beauval, qui sont des zoos de pointe, de haut de gamme, il y a des concerts. La culture du divertissement, c'est pas forcément le bas de gamme. Alors, c'est pas forcément le bas de gamme, et par ailleurs, nous, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que c'est un réel pan aujourd'hui de ce que les économistes appellent l'économie présentielle, résidentielle. C'est une économie qui dépend de la population sur place ou de la population qui va venir se déplacer pour consommer. Vous avez cité l'exemple du zoo, on parle du zoo de Beauval, mais on parle aussi beaucoup d'Euro Disney, qui est devenu le premier Disneyland Paris, comme on dit maintenant, qui est devenu le premier employeur monosite de France, voilà, qui a été inauguré au début des années 90. Et ce passage c'est à peu près le moment où l'usine de Renault-Billancourt fermait. Voilà, Oui, donc ce passage est très symbolique. Très symbolique. Mais Beauval est passé devant Chambord, vous le montrez, mais Chambord monte quand même. Donc il y a un espoir. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que la France a entre guillemets quelque chose à vendre encore au reste du monde. C'est la France elle-même, c'est-à-dire son identité, sa culture, son patrimoine. Il y a une sorte de marketing territorial en fait français qui est en train d'émerger et qui reste extrêmement puissant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable. Alors, nouveau mode de consommation, le village de marques. Vous nous le faites visiter, page 56. Alors, ce sont des marques, parfois des marques de luxe, qu'on peut trouver à prix cassé dans des villes reconstituées comme un parc d'attractions, d'ailleurs, mais que de magasins. Le plus grand est près de Milan, il y en a beaucoup en France. Ça va durer ou c'est une mode passagère ? Ah non, je pense que ça va durer, de même que la grande distribution, si vous voulez, les centres commerciaux, les zones commerciales, aujourd'hui, sont un petit peu confrontés à une crise de leur modèle, ce qu'on entend souvent, hein, dans les médias, en prospective, mais il faut rappeler que l'immense majorité des Français se rend dans les centres commerciaux, dans des hypermarchés, donc c'est pas un modèle, si vous voulez, qui va disparaître du jour au lendemain sur le territoire. C'est vrai qu'on est arrivé un peu à saturation, voilà. On a de moins en moins de nouvelles zones commerciales, de nouveaux hypermarchés, on va plutôt aller vers une rétraction ou vers un changement de modèle aussi avec le e-commerce, hein, qui permet aux gens de se faire livrer chez eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient dans les boîtes à chaussures, entre guillemets, s'acheter un jean alors qu'on peut leur livrer? Ça, c'est des questions qui vont avoir, si vous voulez, un impact sur la recomposition des territoires et la concurrence entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie. Vous donnez d'ailleurs des exemples aussi sur les boulangeries qui sont passionnants. Il y a un mouvement de population possible, ce que vous appelez la fatigue urbaine des millennials, c'est-à-dire ces jeunes couples, aujourd'hui, ils ont à peu près l'âge de s'installer, ils veulent quitter les grandes villes. Il y a le télétravail qui est disponible. Ça va être un mouvement de fond dans notre pays ? Alors, en tout cas, je pense qu'il y a un mouvement qui s'est déjà enclenché, qui est un mouvement d'inversion des valeurs de la hiérarchie entre les territoires. C'est-à-dire que, concrètement, la France pavillonnaire, la France périurbaine, des villes moyennes, qui étaient un petit peu reléguées culturellement, sociologiquement, depuis 1 ou 2 décennies, on a vu avec le confinement, beaucoup de gens, beaucoup d'urbains, de citadins des grandes villes se sont dit que c'était pas si mal d'avoir une maison avec un jardin et un barbecue pour le week-end avec les amis et la famille. La grande théorie on en revient à la théorie de Mendras, c'était ce sociologue des années 80
80 qui avait théorisé que le barbecue était vraiment l'outil fétiche de toute la classe moyenne, de toute la diversité des classes moyennes. Et on retrouve un peu dans cette France post-Covid cette passion pour le barbecue. Avec une polémique récente, une ministre du Logement qui vient dire oh là là, la maison individuelle, c'est pas raisonnable écologiquement. Et elle soulève une tempête. Donc ça montre l'attachement des gens à ce côté pavillon, jardin, barbecue, piscine. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un modèle qui est dominant. Alors, dans les chiffres, on sait que c'est à peu près le parc français est composé de maisons de moitié seulement. Mais par contre, dans les sondages, quand on demande aux gens de se projeter dans leur cadre de vie idéal, la maison, elle est dominante, elle est majoritaire, voire ultra majoritaire. Les 3 quarts ou les 2 tiers des C'est Français pas la peine de rêver de les préfèrent mettre vivre dans en des maison. tours. Hein. Ça, ils ne voudront pas mettre dans des tours, quoi qu'on en dise. Non, ils préfèrent ce modèle. Alors, c'est vrai que c'est un modèle qui pose des questions en termes d'étalement urbain, en termes de modèle, si vous voulez, soutenable. Mais en tout cas, je pense qu'il faut gérer ces problèmes en prenant en compte les désirs des gens. Ça sert à rien d'aller contre eux. Voilà. Les compagnies low cost pour l'avion ont révolutionné la façon de voyager. Et puis patatras, il y a eu le confinement, il y a eu la Covid. On va revenir à cette pratique-là ou au contraire, on va aller vers ce que Sandrine Rousseau appelle la démobilité et ça sera fini cet avion facile. Alors, il y a un exemple que je vais tirer plutôt du domaine alimentaire, c'est qu'on voit que les gens peuvent se faire livrer leurs courses et en même temps aller sur le marché ou fréquenter des circuits courts. Et je pense que ça va être la même chose avec le transport, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aimer faire du vélo ou de la trottinette pour aller au boulot ou pour le week-end et prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Et en fait, dans la plupart des études qui sont faites, on se rend compte que les gens peuvent faire les deux. Voilà. Donc ça ne sera pas soit le vélo, soit l'avion, soit Amazon, soit le petit commerce, mais ce sera peut-être probablement un mélange des deux. On fera son effort écologique, mais pas partout. Je pense que les gens ne sont pas prêts à renoncer aux satisfactions, aux joies du low cost, puisque rappelons que l'aviation low cost a d'abord démocratisé en fait l'accès à ces voyages de moyens courriers. Hein, surtout, c'est des petits week-ends qu'on va faire en Europe. On va se projeter en 1 heure et demie pour moins de 50 euros l'aller. Et un week-end. Et voilà, et un week-end. Et ça, il y a énormément de gens qui sont attachés à cette nouvelle manière de prendre des petites vacances, et je ne pense pas qu'ils vont y renoncer si vite. Alors on va terminer par un sujet sombre, la criminalité. Vous publiez une carte fascinante des endroits où l'on arrête les go fast, ces véhicules ultra rapides qui transportent la drogue. Ça donne l'impression, quand on lit ce passage, qu'on a déjà perdu. Il y a une société parallèle, une économie parallèle, on ne pourra plus arrêter ça. Oui, il y a une société parallèle. D'ailleurs, on la voit quand on prend l'autoroute. Si vous voulez, sur la droite, vous avez des rangées de camions. Hein, c'est la France du e-commerce, la France de la grande distribution. Et puis sur votre gauche, vous avez des Audi qui vous doublent à 200 à l'heure. C'est la France des go-fast. Et c'est vrai que oui, quelque part, il y a tout un pan de l'économie et des flux logistiques qui nous échappent, qui est cette économie de la drogue qui aujourd'hui pèse beaucoup. Voilà, c'est une série de photos, de films sur la France d'aujourd'hui, la France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie, mais plus que ça encore. Vraiment, destin politique à choisir pour le pays. Jérôme Fourquet, Jean-Laurent Casselli, Seuil, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.